Say it's only a paper moon sailing over a cardboard sea, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Yes, it's only a canvas sky hanging over a muslin tree, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Peter Bogdanovich est un réalisateur américain qui a un destin qui ressemble beaucoup à ceux des journalistes des cahiers du cinéma pour la nouvelle vague française, qui ont, avant d'être des réalisateurs, ont été des cinéphiles et des grands critiques. Et c'est son destin. Il est d'abord établi à New York, il est critique de cinéma, il est programmateur pour le MoMA, le Museum of Art Modern à New York. Et il va se faire connaître pour son immense érudition et il va faire connaissance avec les plus grands réalisateurs de l'âge d'or d'Hollywood, avec lesquels il va faire de très longs entretiens, qui sont d'ailleurs aujourd'hui édités, on peut les retrouver même en traduction française, et qui sont regroupés sous les noms des géants d'Hollywood. Donc il va aussi réaliser un documentaire sur John Ford, et donc converser avec les plus grands, Howard Hawks et Fritz Lang également. Et il va avoir comme ça une espèce de témoignage de tout ce qu'ont été ces grandes années du cinéma américain. Il décide au bout d'un moment de se lancer lui-même dans la réalisation, donc il va faire le voyage pour aller à Hollywood. Et il va tomber sous la houlette d'un grand producteur qui a lancé pas mal de réalisateurs de ce qu'on appellera ensuite le Nouvel Hollywood, et qui est Roger Corman, qui fait souvent des séries B. Et il va réaliser en 1968 un film qui s'appelle Targets, la cible, et qui va avoir un certain succès. Il va ensuite enchaîner des succès, notamment un film qui est très reconnu à l'époque et qui est The Last Picture Show, la dernière séance, en 1971, qui va avoir 8 nominations aux Oscars, il en obtiendra 2. Et il enchaîne avec une comédie qui s'appelle What's Up Doc, donc On se fait la valise docteur, en 72, qui là aussi est le troisième plus rentable de l'année au box-office américain. Ce qui fait qu'il va accéder à ce qu'on appelle la A-list, la liste A des réalisateurs de première catégorie, à qui on va confier des projets assez prestigieux. Il a un projet qui lui tient à cœur, qui est un projet de western, qui va réunir 3 monstres sacrés du western, à savoir John Wayne, Peter Fonda et James Stewart. Et au bout d'un moment, John Wayne se retire du projet. Il apprendra plus tard qu'apparemment c'est John Ford qui l'a dissuadé de jouer dans un tel western, qui était un western crépusculaire. On commence à rentrer dans cette ère de la modernité et de la relecture. Et John Ford déconseille à John Wayne d'apparaître dans un tel type de western. Il se retire du projet, ce qui fait que les deux autres ne voient pas trop l'intérêt de le maintenir. Donc il se retrouve à court de films, et la Paramount fait circuler à ce moment-là un script qui est l'adaptation d'un roman à succès qui est sorti en 1971 et qui s'appelle Addie Pray, et sur lequel John Huston, le réalisateur, a un temps travaillé, et il pensait faire tourner Paul Newman et sa propre fille pour jouer le rôle d'Hombos et d'Addie. Finalement, le projet n'aboutit pas, comme c'est très fréquent à Hollywood. Et Polly Platt, qui est la femme de Peter Bogdanovich, ils sont à ce moment-là séparés, mais ils ont 2 filles ensemble. Elle lui conseille de rejeter un œil à ce script qu'il avait laissé passer, en lui disant que c'est des sujets qui pourraient l'intéresser, du fait de sa paternité. Et elle lui dit aussi qu'elle a, elle, l'idée, elle travaille dans le milieu, elle est productrice, et qu'elle a une idée pour le rôle de la fille. Elle pense à Tatum O'Neal. C'est quelque chose qui intéresse à ce moment-là Peter Bogdanovich, puisqu'il a travaillé avec le père de Tatum O'Neal, Ryan O'Neal, sur le précédent film, On se fait la valise docteur, et il trouve l'idée d'embaucher père et fille assez intéressante. Première résistance de la Paramount par le producteur en chef qui est Robert Evans. Donc, je vous avais parlé il y a quelques années de Robert Evans, c'est un producteur extrêmement important dans la Paramount. Il a lancé bien des réalisateurs du Nouvel Hollywood, et c'est lui qui avait fait toutes les misères du monde à Francis Ford Coppola l'année précédente, en 72, pour la production du Parrain. Et il est aussi auréolé d'un succès qui est Love Story, où jouait Ryan O'Neal, et il n'a pas tellement envie de retravailler avec lui, puisque ce film-là, où il jouait avec Ali MacGraw, qui est la femme de Robert Evans, avait donné lieu à une liaison entre l'acteur et la comédienne. Donc il n'a pas vraiment envie de retrouver Ryan O'Neal, mais à Hollywood on s'arrange toujours, et il voit bien l'aubaine que ça pourrait être en termes de box-office, parce que c'est un acteur qui fait se déplacer les foules. Donc
On va se retrouver sur ce projet avec Ryan O'Neal et sa propre fille, Tatum, qui vient d'avoir 8 ans et qui va donc être engagée sur ce film et qui fêtera ses 9 ans pendant le tournage. Pour l'écriture, il n'est pas tellement satisfait du script qu'on lui a proposé. Il y a 2 scènes qui l'ont vraiment intéressé. La première, c'est celle dans le café avec le running gag Eat Your Coney Island, et l'autre scène sur la colline avec Trixie qu'il trouve vraiment intéressante. Et à partir de là, il va demander à un scénariste de retravailler un grand nombre de scènes et de couper pas mal d'éléments aussi du roman. Quand il fait un film historique, et c'est souvent le cas pour Peter Bogdanovich, il se renseigne toujours sur les chansons qui passaient à cette époque. Et c'est là qu'il va tomber sur une chanson qui s'appelle It's Only Paper Moon, et il la trouve très belle, et il trouve que ça pourrait donner lieu au titre, être le titre du film. Là aussi, Résistance de la Paramount qui lui explique qu'ils ont acheté les droits d'un best-seller et que ce serait un peu idiot que les gens ne fassent pas le lien avec un succès de librairie. Et il leur explique à son tour qu'il y a probablement beaucoup plus de spectateurs que de lecteurs qui iront voir le film et que ce titre finira par remplacer celui du livre. Et c'est vrai d'ailleurs, car après le succès du film, le livre ressortira dans les librairies et cette fois, il sera rebaptisé Paper Moon. En France, on a une drôle d'idée, on l'a appelé la barbe à papa. C'est le nom d'une seule séquence. Il ne savait pas tellement comment traduire Paper Moon, mais on a généralement l'habitude de le nommer par son titre originel. D'ailleurs, quand il est ressorti en version restaurée en 2013, il est resté sur son titre anglais. Le réalisateur aussi va faire le choix de tourner le film en noir et blanc, ce qui avait été déjà le cas en 1971 pour la dernière séance. Et il explique qu'il y a plusieurs raisons, certaines sur lesquelles je reviendrai plus tard. Mais la première raison, c'est que quand il commence à faire le casting avec Ryan O'Neal et sa fille, ils sont très jolis, ils sont très blonds, et dans ses salopettes et ses costumes des années 30, il a l'impression de voir un film de Disney, et ça ne l'enchante pas. Il a envie d'un cachet qui soit un peu moins jovial, un petit peu plus âpre, et donc il va opter pour le noir et blanc. Et à cette époque-là, on lui passe un peu tous ses caprices, et on accepte que la production se fasse comme ça. Le titre Paper Moon a d'ailleurs été validé par Orson Welles, qui est l'un des grands mentors de Peter Bogdanovich. C'est quelqu'un qui l'a interviewé, mais c'est quelqu'un qui est devenu aussi un ami et qui le conseille beaucoup dans sa production. Et lorsqu'il lui parle de ce titre, il lui dit « Ce titre est tellement génial que tu peux sortir le film sans l'avoir tourné. Le titre se suffit à lui-même. » Il a souvent des phrases assez solennelles comme ça, et ça va évidemment conforter Bogdanovich dans son choix. Le tournage va être un tournage un petit peu compliqué du fait justement de ce rôle principal. C'est Vittorio De Sica qui aime à citer Peter Bogdanovich au moment de la promotion du film, qui disait qu'on est véritablement un cinéaste à partir du moment où on a su diriger un enfant. Lui parle de ce fameux film, Le voleur de bicyclette, et là ça va être aussi un baptême du feu pour le jeune cinéaste Peter Bogdanovich. Donc Tatum O'Neal ne sait pratiquement pas lire à ce moment-là, et donc pour lui faire apprendre son texte, il va enregistrer toutes ses répliques sur des bandes magnétiques qu'elle se passe pour les apprendre, et il va aussi mettre l'intonation, ce qui fait qu'elle reproduit aussi dans son jeu l'intonation qu'elle a entendue dans ce qu'elle apprenait, et on peut imaginer la manière dont il essayait d'enregistrer des bandes magnétiques en ayant la voix d'une fille de 8 ans. En tout cas, ça a plutôt bien fonctionné, et il doit faire face à une fille un peu indisciplinée qui en plus se sent très à l'aise vu qu'elle interagit avec son propre père. Et le père comme le réalisateur vont parfois perdre un petit peu patience. Elle rit souvent, elle oublie son texte, elle interrompt pas mal de prises et ils vont devoir gérer toute cette énergie-là. Ils ont des conditions un peu particulières parce que le film laisse entendre que ça se passe en été, mais en réalité il tourne en novembre, ils ont tous très froid. Et la jeune Tatum patiente comme à peu près tout le monde. La scène notamment par exemple qui se passe durant la foire, c'est une scène qui est un peu technique parce qu'il y a un plan séquence et il faut régler tous les éclairages, d'autant qu'on est en extérieur. Donc, comme très souvent, les comédiens passent la majeure partie de leur temps à attendre que toute la technique soit prête avant qu'on fasse tourner les caméras pour pouvoir jouer. Et durant ces séquences d'attente, elle fait la tournée des différents stands et elle se goinfre de toutes les sucreries disponibles, ce qui fait qu'au moment où on peut enfin tourner, elle est malade et il faut reporter la prise au lendemain. Donc il y a plusieurs moments comme ça. Elle s'amuse beaucoup aussi, la scène où elle descend à l'hôtel et que son père est en train de manger des gaufres. Elle rate systématiquement ses prises et ça la fait beaucoup rire parce qu'à chaque fois, il doit remanger des gaufres et il est au bord de l'implosion à la fin. On a dans les bonus de l'édition DVD américaine des prises du tournage où on les voit à la fois rire et en même temps être un peu à bout de patience par rapport aux frasques de la petite Tatum. Dernière grande épreuve, c'est un plan séquence que vous avez sans doute remarqué où ils sont sur un voyage en voiture et ils se disputent sur le moment où quelle gare elle va être déposée, etc. C'est une scène très longue, c'est un très long plan séquence et
Bogdanovich tient absolument à ce que ce soit fait en une prise, ce qui évidemment va supposer que la jeune enfant connaisse tout son texte, et ça n'est évidemment pas le cas. La voiture est tractée, ils ont réussi à bloquer une route, elle est tractée par un camion, donc évidemment il n'a pas à conduire, et donc elle est tirée comme ça, et ils ont toute la longueur du trajet qui correspond au minutage de la scène, sauf que à chaque fois, Tatum se trompe, elle oublie, elle éclate de rire. Le premier jour, ils font 24 prises comme ça, sachant qu'à chaque fois qu'ils ont raté la prise, il faut retracter la voiture au début du chemin, puisqu'il faut une route droite, et ils attendent le surlendemain et 12 prises supplémentaires pour pouvoir enfin avoir cette prise en un plan unique. Les efforts payent en tout cas, parce que lorsque le film sort, ça va être un succès. Alors la critique n'est pas très tendre avec le film, j'aurai l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard, mais le public est au rendez-vous, et donc c'est un succès, et le film va être récompensé aux Oscars, et Tatum O'Neal va recevoir l'Oscar, alors curieusement du meilleur second rôle, alors qu'elle a très clairement... Voilà, elle occupe tout le film, mais en tout cas, c'est à ce jour la plus jeune lauréate d'un Oscar dans l'histoire, et donc elle a 10 ans au moment où elle l'obtient. Elle aura ensuite une carrière en demi-teinte. C'est une jeune fille qui va avoir pas mal de difficultés. Sa mère est toxicomane. Elle va très vite elle-même être dans des addictions, et elle sera davantage connue pour ses frasques dans la presse People, notamment avec ses relations avec Michael Jackson ou le tennisman John McEnroe, que pour ses rôles. Et elle aura une existence assez difficile. Elle va néanmoins rejouer avec son père devant la caméra de Bogdanovich en 1976 dans un film assez mignon qui s'appelle Nickelodeon, et qui raconte l'histoire d'une troupe qui fait des aventures un peu picaresques et un peu sur le même modèle, mais dans les origines du cinéma. Donc on est dans les années 10-15 et on les voit s'initier à la nouveauté du cinéma, et elle joue là, un peu plus une adolescente, mais qui est aussi dans la galaxie avec son père. Bogdanovich, lui, qui continue à avoir donc des propositions, va refuser systématiquement des propositions extrêmement prestigieuses. Il refuse Le Parrain, Chinatown. Il refuse des films qui ont vraiment fait la gloire, L'Exorciste aussi, de leurs réalisateurs respectifs. Et il ne va pas pouvoir profiter d'un système qui avait été mis en place et qui était extrêmement intéressant, et qui est la Director's Factory. C'est la Paramount qui va monter une section de production indépendante qui va donner la part belle aux réalisateurs. Et là, vous voyez qu'on est vraiment dans l'âge d'or de ce qu'on appelle le Nouvel Hollywood, où les réalisateurs ont les pleins pouvoirs. On en avait parlé au moment du Parrain, c'est vraiment en 1972 quand Coppola a mis en place tout son art et qu'il s'est battu contre les producteurs pour un film qui a rencontré un gigantesque succès. On va laisser de plus en plus de marge de manœuvre, et dans cette Directors Company, on imagine des réalisateurs à qui on confie un budget de maximum 3 millions de dollars, et ils font absolument ce qu'ils veulent. Personne ne leur demandera des comptes, ils utilisent l'argent comme ils le souhaitent et ils font des films. C'est comme ça que naît Paper Moon, et le film suivant aussi de Peter Bogdanovich qui s'appelle Daisy Miller. Et il y a 3 réalisateurs qui sont dans cette compagnie. Il y a Coppola, donc Friedkin et Bogdanovich. Coppola fera dans cette structure-là le film Conversation secrète, qui fait entre les 2 parrains et qui sera une Palme d'Or. Un film que je vous montrerai très prochainement, l'année prochaine je pense, et qui est vraiment très original et qui n'a rien à voir avec Le Parrain justement. Et donc au bout de 3 ans, ils peuvent en plus récupérer les pleins droits de leur film, ce qui peut être une véritable aubaine financière. Mais le projet va capoter assez rapidement parce que les auteurs en veulent davantage, ils se rendent compte qu'ils peuvent se faire plus d'argent et ça va péricliter, et seul Bogdanovich fera ces 2 films-là. En tout cas, lorsque la Paramount voit le succès de Paper Moon, elle propose directement une suite à Bogdanovich qui s'appellerait Harvest Moon, et lui refuse, il n'a pas envie d'en faire davantage, il trouve que le film se suffit à lui-même, et la Paramount, qui n'a jamais à court d'idées quand il s'agit d'exploiter une poule aux œufs d'or, va en faire une série télévisée qui sort en 1974 et qui aura une saison avec 13 épisodes, qui est un peu plus édulcoré, on est dans la production télévisuelle, mais qui sera jouée par une jeune fille de 11 ans qui, elle, va être très célèbre, et qui est Jodie Foster, et qui, en sortant de cette série, va attaquer un grand film aussi du Nouvel Hollywood, qui sera le Taxi Driver de Scorsese. Et pour ce qui est de Bogdanovich, par la suite, lui, il va un petit peu péricliter. Ses films suivants ne vont pas avoir le même succès. Le Nickelodeon dont je vous parlais, par exemple, il n'a pas le Director's Cut, c'est-à-dire le droit du montage. Il aurait aimé le tourner en noir et blanc, on le lui refuse, et il n'est pas exactement satisfait de la version finale, et il va progressivement se retrouver finalement dans une situation assez proche de celle de Orson Welles, à savoir un grand auteur qui a plein d'idées, mais qui passe sa vie à essayer de financer des projets qui n'aboutissent pas, ou des petits films à très court budget sur lesquels il n'a pas la pleine maîtrise des moyens esthétiques.
Et il sera reconnu un peu tardivement en tant qu'acteur, puisqu'il aura un rôle récurrent dans la série The Sopranos, où il interprète un thérapeute. Mais c'est quelqu'un qui ne va pas beaucoup rester dans l'histoire du cinéma, parce qu'il n'a pas réussi à prendre aussi ce cap et à faire des grands succès qui lui ont permis de s'installer dans la durée. Et c'est justement le premier élément qu'on peut évoquer, c'est la place un peu singulière qu'il y a par rapport à tous ces auteurs du Nouvel Hollywood. C'est quelqu'un qui va proposer un film qui est un film rétro, un film qui regarde vers le passé et dans lequel on va avoir un grand nombre de références. L'auteur, à travers ce film qui se passe donc dans les années 30, de la Grande Dépression, va citer ses grands maîtres. On le voit à travers des plans qui peuvent évoquer John Ford. Il emprunte à Howard Hawks, qui lui en a parlé dans ses entretiens, ses techniques de montage, où à partir du moment où vous avez un champ contre champ, c'est lorsqu'il y a un mouvement d'un personnage qu'on choisit le moment de coupe, donc pour rendre le montage le moins visible possible. Et là, on voit bien une esthétique très classique d'Hollywood, où il ne s'agit pas du tout d'exhiber la forme et de montrer quelque chose comme avait pu le faire justement Orson Welles, mais au contraire d'essayer de gommer tous les éléments. Et Orson Welles, il va emprunter une technique très connue qui est celle de la profondeur de champ, ces courtes focales qui permettent d'avoir une netteté vraiment dans la profondeur et de voir beaucoup de choses. Orson Welles qui lui donnera aussi des conseils pour son noir et blanc. On en avait parlé l'an dernier quand je vous avais projeté le procès d'Orson Welles. Il met des filtres rouges en fait sur sa caméra pour accentuer les contrastes et avoir des teintes qui dépassent l'uniformité des gris. Dans cette logique rétro, on a aussi cette approche qui est celle de la comédie. Une comédie dans laquelle, là aussi, il va convoquer un ancien Hollywood qui est celui du slapstick, de la comédie gestuelle, mais qui va se faire dans un contexte assez réaliste. Et c'est en ça que c'est assez intéressant. Parce que quand il évoque l'Amérique de 29, il s'agit aussi de montrer un tableau social assez réaliste. Il va profiter de la photographie de Laszlo Kovacs, qui s'est fait connaître lui aussi avec l'émergence du Nouvel Hollywood. C'est lui qui a fait la photographie par exemple de Easy Rider ou de Five Easy Pieces, donc une photographie assez sèche, un peu documentaire. Et ce noir et blanc renvoie davantage aux photographies de Walker Evans sur la Grande Dépression qu'au glamour de studios hollywoodiens traditionnels. Et il renvoie aussi à une Amérique beaucoup plus contemporaine. La même année sort un très beau film de Jerry Chatzberg, celui qui a fait Panic at Needle Park, et qui s'appelle L'Épouvantail, et qui raconte aussi l'histoire de deux paumés sur la route, un très beau duo entre Al Pacino et Gene Hackman, et qui finalement, en parlant des années 70, dit exactement la même chose que ce que dit Bogdanovich concernant la Grande Dépression. Et cette façon de montrer le réel va se jouer dans toute une série d'éléments du film. On le voit dans le choix des décors, par exemple, où vous avez des villes qui sont souvent désertées. On n'est pas du tout dans la reconstitution plantureuse avec de nombreux figurants, etc. Au contraire, ce sont des villes un peu mortes, des villes paumées de province, et un travail où on va vous montrer aussi toute une faune et des personnages qui, d'ailleurs, sont de moins en moins naïfs, de plus en plus violents. On le voit à travers les interactions avec les bootleggers ou ces espèces de rednecks qui veulent se battre. Et un tableau qui va se faire aussi dans une logique de réalisme par la musique. Toute la musique est in, c'est-à-dire que quand on entend la musique, elle est tout le temps systématiquement écoutée par les personnages, d'où le fait qu'on ait cette radio constante et qu'on s'inquiète qu'il y ait une bonne radio dans l'espèce de camionnette qu'ils prennent. La musique a un rôle, mais elle est à chaque fois écoutée pour favoriser l'immersion et éviter cette artificialité d'une musique d'ambiance. Et le dernier point aussi, c'est justement la manière dont la profondeur de champ va permettre ce regard documentaire. Il emprunte à Ford cette logique de l'accident qui peut advenir lorsqu'on est en train de filmer. Vous avez des chiens qui arrivent dans la rue, par exemple. Ford qui lui disait que c'est toujours par accident qu'arrivent les meilleures choses au sein d'un plan. Et donc, il va vraiment apprendre de cette technique-là. Et la profondeur de champ lui permet aussi des compositions où on va voir des choses derrière qui se passent en arrière-plan. Vous avez la scène très intéressante lorsqu'il achète le ticket de train pour la première fois, où vous avez au premier plan donc Mose qui est en train d'acheter le ticket, Addie qui est toute seule derrière avec sa valise, et quand on a le contre-champ, on voit le guichetier qui vend les tickets, et derrière une lucarne où on voit deux petites filles qui jouent, et qui est vraiment l'inverse absolu de l'orpheline, une famille heureuse et elle toute seule sur le départ, et ça c'est grâce à la profondeur de champ et la netteté très loin qu'on parvient à les identifier, à les voir dans ces surcadrages. Donc tout ce réalisme-là va être, comme je le disais, contrebalancé et équilibré par la comédie. Donc une comédie qui renoue là pour le coup avec l'ère du pré-code. On en avait parlé ici, le code Hays commence dans les années 30, 36. C'est un moment où
les studios vont s'auto-censurer pour éviter les mouvements de contestation des ligues de vertu. Et c'est une période de véritable insolence où le cinéma d'Hollywood, dans les comédies notamment, était assez audacieux, avec des évocations sexuelles, avec un langage cru et avec des situations assez provocatrices. Et ça, on va très clairement voir une reprise dans ce film-là. Alors le code Hays n'existe plus à ce moment-là, il a totalement implosé sous l'un des films qui a ouvert aussi, lui, la génération du nouvel Hollywood, qui est le Bonnie and Clyde d'Arthur Penn en 1967. Et ici, on voit la volonté de Bogdanovich de renouer avec cet humour-là. Tout l'aspect de la comédie joue avec l'idée de la provocation. Le personnage de Mose est un homme sans scrupules qui va exploiter absolument tous les éléments. Alors c'est quelqu'un qui court les conquêtes amoureuses, mais surtout qui, dès sa première apparition, arrive avec ce bouquet de fleurs volées, a des propos salaces par rapport à la personne qui est dans sa tombe, et ensuite va exploiter tous les éléments, que ce soit la mort de la mère pour se faire un peu d'argent, puis exploiter la foi des bigots et ne pas cesser à chaque fois de surenchérir par rapport à ça. La valeur ajoutée étant la provocation avec le personnage de Addie. Addie, qui est l'enfant du cinéma et qui, pour le coup, joue avec l'image qu'on pourrait attendre d'elle. L'évocation de Shirley Temple, la petite fiancée de l'Amérique, la très jolie fille adorable qui va faire craquer tout le monde. Et là, elle fait craquer les gens pour les arnaquer et pour surenchérir sur les arnaques qu'elle fait avec son comparse. Et donc, on ajoute cet élément-là et on a un double niveau dans leur relation. Quand ils se parlent, c'est généralement pour des disputes qui, elles, renouent vraiment avec le principe de ce qu'on appelle la screwball comedy, dont je vous donnerai un aperçu très concret dans un mois, puisque le prochain film du Ciné Club, ce sera un film de Howard Hawks, l'un des grands maîtres de Bogdanovich, et qui est Bringing Up Baby, c'est-à-dire l'impossible Monsieur Bébé, avec Katharine Hepburn et Cary Grant. Et ici, on a donc ce côté très verbal qui est dans la dispute et la complicité qui se fait toujours dans des scènes muettes, où on a vraiment des personnages qui s'envoient des regards complices, qui comprennent comment improviser et qui sont en train de montrer à l'écran qu'il y a très probablement un lien de parenté au vu de la manière dont l'alchimie fonctionne pour mettre en place leurs différentes arnaques. Et cette comédie-là, elle tourne principalement autour du personnage d'Addie. C'est un personnage extrêmement intéressant parce qu'il s'agit de jouer là aussi avec les attentes. L'enfant au cinéma dans un milieu miséreux, on l'a beaucoup vu, c'est le Kid de Chaplin en 1921, c'est aussi le Champion de King Vidor en 1946. Ce sont des personnages qui sont extrêmement attachants et qui suscitent une empathie par rapport à la misère. Et Bogdanovich reprend ce motif avec un autre élément qui va être celui du désir de reconnaissance de la figure paternelle, un thème très cher au cinéma américain, je vous renvoie à L'homme des vallées perdues de Stevens par exemple, mais qui va aussi jouer sur une forme d'ambiguïté morale, et là il va plutôt renouer avec le cinéma européen, et notamment Le voleur de bicyclette. Et ce personnage d'Addie est un personnage qui est toujours sur plusieurs niveaux à la fois. Et c'est intéressant de développer un petit peu la manière dont elle agit et surtout dont elle interagit et la place progressive qu'elle prend. D'abord, c'est un témoin muet, elle est une chose à mettre à un autre endroit. Et la première fois qu'elle commence à interagir avec Mose, c'est en écoutant l'arnaque qu'il est en train de faire au moulin. Puis ensuite, elle regarde. Et la scène où elle comprend l'arnaque des Bibles est une scène qui a été vraiment inventée par Bogdanovich et qui se superposer au scénario où il devait y avoir une explication un peu laborieuse, et on a à la fois la scène en direct de ce qu'est en train de faire Mose et la compréhension d'Addie qui regarde le journal, les tampons, et qui comprend et qui dit Pearl avant même que l'autre ne le dise. Donc elle a compris ce qui se passe et elle a une capacité de regard sur la situation qui va aller croissant au fur et à mesure du film. Elle est très clairement le double du cinéaste. Elle comprend les espaces, regardez la manière dont elle va progressivement investir l'espace qui la sépare de la voiture vers la porte où elle va interagir. C'est la manière dont elle lit par exemple que des personnes sont pauvres, elle refuse, une personne est riche, elle augmente le tarif. Elle a une capacité, elle scanne littéralement tous les endroits de la même façon qu'elle va jouer sur les 2 niveaux dans l'hôtel pour mettre en place toute sa supercherie, et elle est aussi attirée quand elle voit les allées et venues des bootleggers, elle comprend que dans l'ombre il y a quelque chose qui se joue. Donc elle est toujours à l'affût de quelque chose et elle a ce regard de la caméra. Le film est la plupart du temps tourné de son point de vue. Et c'est une personne qui est très souvent à l'écart pour comprendre avant d'aller agir. D'où cette scène cruciale sur la colline aussi.
elle est en surplomb, elle est à l'écart, elle réfléchit à la manière dont elle va pouvoir se dépêtrer de cette situation parce qu'une concurrente est en train de piquer dans la caisse. Et le très beau dialogue qu'il y a après, c'est aussi un dialogue initiatique d'une grande amertume, où une femme dit à une jeune enfant « Bon, voilà quel est notre rôle, nous les femmes, on est obligés de vivre au crochet des hommes, de les essorer, les temps sont durs. » Et cette espèce d'initiation à une forme de prostitution est vraiment une espèce de regard sans phare sur l'Amérique et la condition des femmes dans la misère, et a dit « écoute » et ensuite établit la manière dont elle va réussir à se débarrasser de cette concurrente. Parce qu'elle est une adulte très vite. La manière dont elle fume, par exemple. Alors pour information, il n'y avait ni nicotine ni tabac dans ces cigarettes, c'était de la laitue séchée. Et là, Bogdanovich se rendait compte en la filmant en train de fumer qu'elle fumait comme lui, parce qu'elle l'avait observé, elle regardait la manière dont il tenait, dont il exhalait la fumée, et elle faisait exactement ce qu'il faisait lui. Et elle mime aussi sa mère devant le miroir, il y a vraiment cette volonté d'être adulte, et sachant tous les modèles. Et c'est d'ailleurs l'un des rares moments où Mose pourrait lui parler comme un père, lorsqu'il lui dit qu'il espère qu'elle ne deviendra pas comme Trixie, et qu'elle ne deviendra pas ce type de femme. Et cette figure d'adulte anticipée va expliquer aussi l'ambivalence des liens entre elle et Mose. Parce que c'est un film qui, selon Bogdanovich lui-même, devait échapper à toute mièvrerie. Il y a quelque chose qu'il ne supportait pas, c'était quand on lui disait que son film, c'était un film à la Capra, par exemple, ou que son actrice était la nouvelle Shirley Temple. Dans le script original et dans le bouquin, la première scène se passe au cinéma, et Addie, qui a 12 ans dans le livre d'ailleurs, est au cinéma et elle regarde Shirley Temple à l'écran, et c'est là qu'on vient lui annoncer que sa mère est morte. C'est une scène qu'a coupé volontairement Bogdanovich en voulant un gros plan direct sur elle, puis sur le trou, dans une logique beaucoup plus âpre, avec pas de symbole, mais quelque chose qui va aller directement à l'essentiel. Et cette ambivalence qu'on va avoir dans la relation entre les deux, elle va être vraiment intéressante parce qu'elle va montrer un récit initiatique déjà qui est, d'une certaine façon, sous le rôle de la facticité et de l'arnaque. Ce symbole de Paper Moon, c'est exactement ça. C'est une lune de papier. La séquence, il l'a rajoutée pour que ça corresponde à la chanson, mais elle est pas innocente. On est dans une photo, quelque chose de factice, d'un peu cheap, mais qui pourrait avoir sa part de poésie. Et c'est exactement la symbolique de ce lien assez ambivalent. Ils sont ensemble dans quelque chose de factice, fondé sur l'arnaque, mais il pourrait y avoir derrière de la poésie, raison pour laquelle elle lui donne cette image à la fin, cette photographie. Et c'est bien le thème qui, justement, ne va pas à son aboutissement qui intéresse très clairement Bogdanovich. Parce que si vous regardez l'évolution de leur relation, on sent qu'ils ont envie de rester ensemble, mais que la seule façon qu'ils trouvent de l'expliquer, c'est en expliquant qu'on peut continuer à faire du business. Et à chaque fois, on la voit craindre de plus en plus qu'ils finissent par la déposer chez sa tante. Et quand est-ce qu'il le fait ? Quand il n'a plus d'argent. Et on voit qu'il n'y a pas moyen de passer par des effusions sentimentales pour le faire. Et c'est ce qui est assez intéressant et qui est ambivalent dans le film, c'est qu'à la fin, la seule motivation à continuer la route ensemble, c'est celle de reprendre les affaires. Jamais il n'avouera qu'il est son père, il la dépose d'une manière assez abrupte, et il a l'air d'être énervé quand elle revient, même si on sent qu'il y a possiblement de sa part une forme de soulagement. Et c'est là qu'intervient aussi un élément important dans le tournage, c'est que quand Bogdanovich commence à tourner le film, il n'a pas la fin. Il a coupé une très grande partie du script et du roman où, en fait, toute une partie se déroule chez la tante et on voit comment Addie s'en sort. Et ça ne l'intéresse pas, il veut que ça se termine sur les deux. Mais il ne sait pas comment terminer. Et en fait, il repense à une logique, une loi des scénaristes qui s'appelle le setup and payoff et qui est en fait une réactualisation de ce qu'on appelle dans la dramaturgie, au théâtre, le fusil de Tchekhov. Le fusil de Tchekhov, c'est un motif assez connu. Tchekhov explique que si dans le premier acte d'une pièce, on vous montre à un moment un fusil posé contre un mur ou n'importe où, vous savez pertinemment en tant que spectateur qu'à un moment, ce fusil va revenir et il va tirer avant le cinquième acte. Ça, c'est une loi scénaristique. Quand on dépose un élément, il faut à un moment, le setup, l'installation, qu'il y ait un retour de cette chose-là qui fonctionnera comme une sorte de récompense. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que lorsqu'il réfléchit à cette fin, à un moment, il se dit, mais en fait, là, ils n'ont plus d'argent, et donc le principe de la dette, et on est au remboursement au sens propre du terme, des $200, il peut revenir. Ça peut être un running gag qui revient, c'est à la fois drôle, et en même temps, ça relance la machine. Et c'est
effectivement quelque chose d'amusant parce qu'elle trouve ce biais-là pour pouvoir renouer avec celui qu'elle sait être son père, mais elle n'est pas capable de lui dire qu'elle a envie d'être avec lui juste pour former une famille parce que cette personne, qui reste assez cynique, n'est pas capable non plus de reconnaître sa paternité. Et c'est la raison pour laquelle ce plan finit aussi sur cette route-là. Parce que le film aussi est un road movie. Et ça, c'est un élément qui est un grand classique aussi du cinéma. Et il y a quelque chose de très intéressant. Le road movie, généralement, c'est un film qui montre des personnages qui veulent s'extirper d'un endroit et qui ont un endroit à atteindre. D'ailleurs, il y a une référence très nette dans le film au raisin de la colère. Il y a certains plans, le plan où on voit la famille qui a un camion en panne sur le bord de la route et où Eddie dit à Mose, on pourrait leur donner de l'argent. C'est très clairement une citation des raisins de la colère, qui est l'adaptation de Steinbeck par Ford. Et généralement, il y a un motif optimiste qui consiste à dire que l'issue du voyage est le fait qu'on atteigne un endroit ou au moins que ce soit extirpé de la situation dans laquelle on était à l'origine. Ce n'est pas du tout le cas dans Paper Moon. Dans Paper Moon, on se rend compte qu'on essaye à chaque fois de trouver de nouvelles étapes pour prolonger cette espèce d'errance et d'aventure picaresque. Un film d'ailleurs qui sortira l'année d'après, qui est Alice dans les villes de Wim Wenders, reprend vraiment ce principe-là où vous avez aussi une petite fille et un adulte qui font une équipée un petit peu bizarre, en Allemagne cette fois. Et c'est un très beau film qui a pas mal de points communs avec le film de Bogdanovich. Toujours est-il que le plan final est un plan aussi qui est arrivé durant le tournage. Polly Platt fait les repérages dans le Kansas, qui est réputé être extrêmement plat avec ses longues lignes droites. Et elle dit à Bogdanovich, j'ai trouvé un relief dans le Kansas, ce qui est très rare, et surtout c'est une route de craie blanche, ce qui fait qu'en noir et blanc, on peut l'avoir à perte de vue, ce serait un plan fantastique. Et là, il comprend que ça va être son plan final. Donc ils sont sur le point de changer d'état, parce que la suite du tournage se fait ailleurs, et donc ils précipitent le tournage de cette scène finale, où il a trouvé son fameux setup payoff, et ils vont avoir cette image finale. Un final suspendu qui renvoie à un film qu'on a vu ici il y a quelques années et qui est Les temps modernes de Chaplin, où vous avez cette idée d'une aventure qui n'a pas abouti et il faut repartir à l'aventure. On a aussi une citation encore lui de Ford avec La poursuite infernale, cette longue route qui va vers l'horizon et le plaisir qu'a Bogdanovich de ne pas conclure. Parce que tout le film n'a pas cessé de naviguer entre plusieurs éléments. C'est un film qui est à la fois humoristique et en même temps pessimiste, qui est à la fois tendre et cynique, qui est à la fois rétro et moderne, qui est à la fois réaliste et esthétique, et il passe son temps à jouer et à ne pas choisir un camp. Et il refuse un final avec les effusions de sentiments et les violons, parce qu'il veut maintenir cette sorte d'immaturité. L'apolitisme aussi, voire le caractère amoral de ces personnages dans une espèce de fable atemporelle où on suspend à peu près toutes les conclusions possibles. Et lui disait que c'était l'un de ses films les plus tristes, alors que c'est a priori une comédie, parce qu'il a envie justement de cette suspension-là, et c'est la raison aussi pour laquelle il a refusé de faire une suite, parce qu'il voulait qu'on reste dans cette aventure où on ne sait pas vers où on va, on ne sait pas si ça va aller mieux, mais au moins on essaye de le faire ensemble. Et c'est aussi ce qui explique le statut un peu particulier de Bogdanovich, qui en restant dans un cinéma référentiel cinéphile qui ne cesse de faire des citations, a été souvent un peu conspué par la critique, et particulièrement la critique française, qui estimait qu'il fallait être à tout prix moderne, à tout prix audacieux, à tout prix iconoclaste, ce que ne propose pas. Et c'est la raison pour laquelle son cinéma a été un petit peu oublié, et je ne pense pas que vous étiez nombreux à connaître ce film avant de venir le voir ce soir. Et sachez que Bogdanovich, quand bien même il a été un peu oublié, il a eu droit à sa revanche d'une certaine manière, parce qu'après avoir interviewé les grands maîtres et en avoir fait des livres, il a lui-même eu droit à son livre par un de nos plus grands critiques français, qui est Jean-Baptiste Thorey, qui s'est longuement entretenu avec lui, et donc il a pu lui aussi à son tour devenir un des maîtres qui s'adresse aux disciples. Merci de votre attention.